essentiellement des conseils digitaux pour développer votre commerce et avoir une communication adaptée. Également des articles pour vous accompagner dans vos démarches du quotidien. Un agenda des événements consacrés aux commerçants qui est mis à jour chaque semaine. Et Costo, c'est également un programme de coaching digital en boutique lancé l'an dernier qui s'appelle Un étudiant, un commerçant connecté. Le principe est le suivant. Pendant 3 mois, un étudiant qui est formé au numérique et qui fait son alternance au sein de la CMA-Est accompagne 5 commerçants dans leur digitalisation, soit à faire leur premier pas sur Internet ou à optimiser des outils qu'ils auraient déjà mis en place. Donc, nous sommes actuellement à la 3e session d'accompagnement avec déjà 35 commerçants accompagnés. Et la prochaine session va démarrer mi-avril et il reste encore quelques places. Donc, n'hésitez pas si vous êtes intéressé à vous inscrire. Bon, là, vous avez toutes les coordonnées et les liens pour suivre l'actualité de Costo ou vous inscrire aux différentes choses, la newsletter ou le programme. D'ailleurs, j'ai également mis tous les liens dans le chat, au début du chat. Comme ça, si vous voulez, vous pouvez y accéder directement. Petite précision aussi concernant donc cette présentation, elle est enregistrée. Et le support de présentation vous sera envoyé en même temps que le replay du webinaire. Donc, pas de stress par rapport aux slides, à une prise de notes, etc. Vous aurez toutes les informations. Sachant que, en plus, les slides sont quand même assez conséquents en termes de contenu. Et donc, vous pourrez retrouver vraiment toutes les informations importantes et les liens que vous pourrez utiliser, des liens cliquables. Alors, on va attaquer. Donc, pourquoi travailler sur le SEO de son site? Donc déjà une petite définition du SEO, enfin du référencement naturel ou du SEO, le Search Engine Optimization. Donc c'est l'ensemble des techniques utilisées pour améliorer le positionnement de son site dans les résultats organiques des moteurs de recherche. Donc je m'explique, les résultats organiques, ça veut dire que ce sont les résultats gratuits par opposition au SIA qui sont les résultats payants, les résultats sponsorisés. Donc là, on va vraiment parler de la partie gratuite. Alors, pourquoi il est important de faire un focus dans ce domaine? Parce que 97% des expériences en ligne commencent par la saisie d'une requête sur un moteur de recherche. Et 93% des recherches passent par Google, même s'il existe d'autres alternatives comme Bing, Quant ou Ecosia. Donc c'est pour ça, pendant la présentation, je vais souvent dire Google. C'est un raccourci, mais c'est Google ou tout autre moteur de recherche que vous pouvez utiliser. Donc, avoir un site internet, ça suffit pas. Parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est qu'il soit vu et qu'il soit trouvé. Donc pour cela, vous allez devoir travailler son référencement pour arriver sur la première page de Google. C'est ça l'objectif principal. Parce que 92% du trafic est concentré sur cette première page de résultats et 60% des clics se font sur les 3 premiers liens. Donc en gros, si vous arrivez sur des requêtes à la page 2, 3, 5 ou plus, vous n'avez aucune chance d'être vu et votre page ne sera pas cliquée par l'internaute. Alors, un petit rappel sur le fonctionnement de Google. En fait, Google découvre les pages web grâce à des robots. En fait, ce sont des algorithmes informatiques, quand on parle de robots, c'est plutôt ça, qui explorent en permanence le web et qui suivent les liens présents dans les sites. Ensuite, il stocke les pages avec les contenus dans sa base de données qu'il indexe. Et ensuite, lorsqu'un utilisateur effectue une recherche en saisissant des mots-clés ou une expression, parce que c'est soit un mot, soit une phrase, soit une question, le moteur il va utiliser son index pour faire ressortir les pages dont le contenu est le plus adapté à la requête qu'a faite l'internaute, et ce, en tenant compte d'un grand nombre de critères.
Et c'est sur ces critères en fait qu'on va s'attacher tout au long de la présentation. Donc, on sait que l'algorithme de Google enfin, varie beaucoup dans le temps. Il y a beaucoup d'adaptations, mais il y a vraiment aussi un certain nombre d'incontournables, de bonnes pratiques à respecter pour améliorer le référencement de son site. Donc, on peut les classer, ces bonnes pratiques, en 4 catégories: la sémantique, le contenu, la technique et le netlinking. Donc, je vous propose d'aborder la première rubrique, donc la sémantique, ou comment trouver les bons mots-clés pour positionner vos pages. Alors, aujourd'hui, 90% des recherches effectuées sur Google ne sont pas relatives à une marque, mais ce sont des recherches par mots-clés. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher forcément, par exemple, un bureau en bois Conforama, mais on va chercher plutôt un bureau en bois ou bureau pour petit appartement, etc. Donc en fait, le premier travail va être de rechercher les mots-clés sur lesquels vous allez vouloir positionner les pages de votre site web. Il est assez difficile, voire impossible de se positionner sur des mots-clés très courts et génériques, car ce sont des mots-clés qui sont très concurrentiels et les premières pages des résultats de Google sont déjà accaparées par les grosses enseignes ou les grandes marques. Là, je vous ai mis un exemple d'une recherche que j'ai faite sur sac à main. Et en fait, on se rend compte que dans les résultats, une fois que vous passez les annonces sponsorisées, donc les annonces qui sont plutôt en haut, enfin les 2 ou 3 premières annonces, on retrouve les marques que sont Zalando, les Galeries Lafayette, La Redoute, San Marinas, partout. Donc vraiment des énormes enseignes qui dépensent, enfin qui ont des équipes complètes qui travaillent sur le SEO de leur page. Donc c'est difficile de pouvoir les contrer. Par contre, ce que je vous conseille, c'est de privilégier plutôt des associations de mots-clés qui vont bénéficier d'un moins gros volume de recherche. Ça va être moins recherché, mais par contre, ce sera plus facile pour vous de vous positionner sur ces expressions. Par exemple, plutôt que sac à main, on va taper, enfin, on va essayer de se positionner sur, si on est un maroquinier, sur sac à main, femme, créateur Paris. Donc, ces requêtes, elles sont appelées des requêtes de longue traîne ou long trail en anglais. Alors oui, aussi au niveau de tout ce qui est expression. Je vais employer un certain nombre d'expressions en fait qui peuvent paraître un peu jargon, un peu barbare, mais en fait c'est pas tant pour, l'objectif d'employer ces expressions, c'est de vous les faire connaître pour que demain, si vous devez travailler avec un webmaster ou avec un prestataire, quand vous discutez avec lui, en fait, vous connaissez un petit peu les mots qui sont utilisés au niveau du référencement naturel. Donc, en général, je les explique toujours. Si jamais quelque chose m'échappe, n'hésitez pas, ou quelque chose n'est pas clair, n'hésitez pas à m'interrompre. Alors, je vais maintenant aborder avec vous 6 outils qui vont vous permettre de réaliser cette recherche de mots-clés et de champs sémantiques associés. Ces outils, je les ai sélectionnés parce qu'ils ont des approches complémentaires et parce qu'ils proposent une version gratuite qui donne des résultats assez riches. C'est vrai que si vous faites des recherches sur Google, sur le SEO, les bonnes pratiques, les outils à utiliser, franchement, il y a des dizaines et des dizaines d'outils qui vont vous être proposés. Il y en a beaucoup qui sont payants. D'ailleurs, bien souvent, les plus performants sont payants, comme par exemple SEMrush. Par contre, il y a un certain nombre d'outils qui proposent une version freemium, on va dire, qui est intéressante parce qu'elle vous donne déjà un certain nombre d'informations. Donc, tous les outils que je vais vous montrer là, elle vous propose une version gratuite qui vous donne déjà des résultats assez riches. Par contre, bien souvent, bon, vous allez peut-être devoir vous créer un compte.
En général, si vous voulez aller plus loin, bien sûr, dans l'outil, il va vous proposer des versions payantes. Vous pouvez aussi, des fois, activer des versions d'essai d'une quinzaine de jours pour tester l'outil. Donc, si vous travaillez sur le SEO, peut-être que c'est intéressant de vous connecter à un de ces outils et puis pendant un temps donné, vraiment être focus sur cette thématique. Alors, revenons à la première piste de recherche de mots-clés, c'est les recherches associées de Google. Donc, vous pouvez saisir dans la barre de recherche de Google les mots-clés qui correspondent à votre activité. Donc, cette fois, un mot-clé quand même assez général. Et vous regardez en bas de la page les recherches associées proposées par Google. Alors là, par exemple, j'ai tapé maroquinerie Paris. Et les premières recherches que j'ai trouvées dans Google, ce sont les mots qui sont en vert. Donc maroquinerie pas chère, marque maroquinerie, maroquinerie Paris-Homme, etc., etc. Donc c'est une première liste de mots-clés que je vais noter. Et ensuite, par itération, je vais remettre chacun de ces mots-clés dans la barre de recherche et je vais de nouveau regarder les recherches associées. Et là, ça va me permettre de découvrir encore de nouvelles expressions qui peuvent être intéressantes et auxquelles j'aurais peut-être pas pensé spontanément. Donc, et en fait, ça correspond à des recherches faites par les internautes. Donc voilà, donc on se rend compte qu'au fur et à mesure, on commence à avoir un vocabulaire beaucoup plus riche. On parle d'ateliers de maroquinerie, de cours de maroquinerie, maroquinerie de luxe, etc., etc. La deuxième piste, c'est si vous vendez des produits en ligne, vous pouvez trouver d'autres suggestions de mots-clés en faisant des recherches sur les grosses plateformes de e-commerce comme Amazon ou eBay. Vous allez dans Amazon et puis vous tapez sac à main femme. Donc j'ai fait l'exercice pour vous, en fait, pour bien illustrer ce dont je parle. Et en fait, j'ai trouvé plein de nouvelles expressions qui m'ont paru intéressantes. Notamment, là, il y avait l'histoire de comment sont portés les sacs à main. Est-ce que c'est un porte-main, épaule, dos, sac bandoulière, etc. Donc j'ai tout noté. Il y a aussi des références sur les matières. Donc le cuir, le synthétique, le velours, le vernis en osier, etc. Et j'ai fait la même chose sur eBay. Et là, j'ai eu aussi encore un certain nombre de mots-clés et d'expressions ou de caractéristiques en fait qui peuvent être intéressantes d'aborder dans un article ou sur certaines des pages d'un commerçant qui vendrait des sacs à main. Par exemple, on a des informations sur des styles, sur des thèmes, sur les occasions pour justement porter ces sacs à main. Ensuite, la troisième piste, c'est les questions posées par les internautes. Alors là, je vous conseille d'utiliser l'outil Answer the Public. Alors là, vous voyez, quand vous avez des liens en bleu comme ça, ils seront toujours cliquables et vous arrivez directement sur les outils. Comme ça vous évite de faire des recherches, c'est très simple. Donc là, dans Answer the Public, vous saisissez vos mots-clés de base, vous sélectionnez le pays et la langue, vous lancez la recherche et vous obtenez toute une liste de questions que se posent les internautes, mais aussi des suggestions d'expressions. C'est vraiment un outil très très puissant que je vous conseille de tester. Alors là, je vous ai mis par exemple les résultats de suggestions d'expressions. Donc là aussi, on se rend compte qu'il y a plein de nouveaux mots qu'on n'avait pas trouvé précédemment. Donc on est vraiment sur de la complémentarité de ce qu'on a vu précédemment. Donc par exemple, sac à main femme avec portefeuille assorti. Avec fermeture éclair, on a aussi des choses pour des recherches par rapport à des gens qui emmènent des sacs à main pour leurs cours, pour mettre leurs ordinateurs, etc., etc. Donc tout ça, ça va peut-être pour quelqu'un qui est dans le domaine d'activité, bien sûr, de la maroquinerie, ça peut avoir une certaine résonance et se dire, ah bah, pourquoi pas aborder telle thématique, j'y avais pas pensé. La quatrième piste, c'est d'utiliser l'outil Google Trends. Alors là, on est plutôt sur découvrir les tendances des recherches. Donc, savoir quelle est l'évolution de l'intérêt que portent les internautes sur un mot-clé dans le temps et les requêtes associées les plus fréquentes
et leur progression, si elles sont plutôt en hausse ou en baisse. Donc là, j'ai fait, enfin, vous avez aussi la possibilité en fait de faire une comparaison entre deux mots-clés. Donc là, entre autres, j'ai fait un test en comparant sac à main ou sac à main femme. Donc en fait, sur la courbe bleue, vous voyez en fait l'intérêt dans le temps. Donc c'est sur un an glissant du sac à main, du mot sac à main. Et en fait, on se rend compte, par exemple, que aux alentours du mois de mi-décembre, il y a une surchauffe, entre guillemets, au niveau de ce mot-clé. À l'approche des fêtes, visiblement, c'est un mot-clé qui est encore plus recherché qu'avant. Donc c'est vrai que ça peut être aussi intéressant pour connaître une saisonnalité, s'il y a une saisonnalité au niveau des mots-clés utilisés. Et là, vous avez sur le côté, je vous ai indiqué les résultats des requêtes associées et de leur progression. Donc là, par exemple, on voit que ressort de nouvelles expressions qu'on n'avait pas eues avant, qui sont sac à main femme, tendance 2021 ou 2022. Bien entendu, c'est plutôt 2022 qui a un record de progression. Donc, c'est peut-être quelque chose sur lequel vous allez pouvoir travailler dans un article, de détailler quelles sont les nouvelles tendances de l'année en termes de forme, de matériaux, de couleurs. La cinquième piste, c'est d'utiliser l'outil Trou. Et là, en fait, l'idée, c'est de connaître les pratiques en termes de sémantique des pages qui arrivent dans les premiers résultats de recherche de Google. Alors, en fait, vous allez avoir beaucoup d'informations sur quels sont les titres utilisés, quelle est la description qu'ils ont mise dans au niveau de leur page, également l'utilisation des mots-clés et leur récurrence. Donc là encore, toujours sur mon fameux sac à main femme, j'ai trouvé par exemple des questions. Il y a une liste de questions que se posent les internautes. Donc là aussi, on aborde de nouvelles thématiques. Quel sac pour une femme de 60 ans? Apparemment, il y a peut-être quelque chose à développer en fonction de l'âge. Quel sac à main choisir pour voyager? Comment entretenir son sac à main en cuir? Donc cet aspect d'entretien, de réparation, etc., c'est peut-être aussi des pistes qui peuvent être intéressantes. Et aussi, vous avez là un certain nombre de mots-clés fréquemment utilisés dans les titres des articles des pages les plus performantes. Piste numéro 6, le volume de recherche par mots-clés. Donc là, je vous propose d'utiliser l'outil Ubersuggest pour connaître en fait le volume de recherche mensuel sur les mots-clés dérivés de vos mots-clés principales. Donc là, par exemple, j'ai de nouveau mis en mot-clé principal sac à main femme. Et en fait, on va avoir des mots-clés dérivés donc qui sont indiqués là au niveau de la liste. Donc cuir, sac à main femme marque, sac à main bandoulière. Et vous avez un classement ici avec le volume de recherche, je crois que c'est mensuel. Et également le niveau de concurrence associé. Là, c'est au niveau de la difficulté SEO. En fait, bien entendu, plus le chiffre est élevé, plus ça va être difficile de se positionner sur ce type de recherche. Une autre alternative qui donne le même type de résultat, c'est l'outil de planification de mots-clés de Google Ads. Pour y avoir accès, il faut l'associer bien entendu à votre site et surtout, il faut saisir un moyen de paiement dans l'outil pour pouvoir créer une campagne, la désactiver et ensuite vous la désactivez pour ne pas être débité et vous avez accès à ce fameux outil de planification de mots-clés. Donc c'est un outil aussi très puissant. D'ailleurs, je crois que je l'avais mis en raccourci ici. Voilà, c'est cet outil-là, planification de mots-clés. Et là, si je tape sac à main femme, obtenir des résultats. Et là aussi, en fait, vous allez avoir les mots-clés avec le nombre de recherches mensuelles et le niveau de concurrence associé.
Donc ça peut vous permettre, si je ferme ça, de trouver encore beaucoup d'expressions ou de mots qui sont utilisés dans les recherches. Je reviens à la présentation. Donc là, j'en ai fini pour cette première partie consacrée à la sémantique et à la recherche de mots-clés. Si quelqu'un a des questions, n'hésitez pas. Bruno, moi je ne vois pas le chat, donc je vous laisse me les transmettre. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour la première partie. Du coup, si je comprends bien, la partie suivante, ça va nous expliquer comment intégrer ces mots-clés dans notre site, etc. Exactement. Ok, ça marche. Bon, pour l'instant, j'ai pas de questions, alors merci. Alors, je continue s'il n'y a pas de questions. Donc là, on va parler du contenu et comment bien écrire pour être visible. Et comme vient de le dire la dame, il va falloir intégrer ces mots-clés à plusieurs endroits de votre site et on va voir ça tout de suite. Donc, le premier endroit, ça va être dans les balises title et métadescription. Alors, je m'explique. Pour chaque page de votre site, vous allez devoir remplir ces balises. Alors en fait, ces balises sont traduites en fait en lignes de code dans le codage de votre site. Mais vous allez vraisemblablement utiliser un outil qu'on appelle un CMS pour construire votre site, comme WordPress, Jimdo, Squarespace, Wix, etc. Et en fait, grâce à ces interfaces, vous allez avoir des petits formulaires de saisie de ces éléments sans avoir à aller toucher au code de votre site, à aller à l'intérieur vraiment de la partie codage. Donc en fait, ça va être des rubriques que vous allez devoir saisir. Et donc ces rubriques, donc la balise title, elle correspond au titre et au descriptif. Enfin, ces balises correspondent au titre et au descriptif qui apparaissent ici dans les résultats de recherche. Donc ça va être les premiers éléments que l'internaute va voir. Et bien entendu, le trafic vers votre site, enfin le choix de cliquer sur votre lien plutôt qu'un autre, va dépendre en fait de la pertinence des mots et qui vont être mises au niveau de ces balises. Donc là, par exemple, j'ai fait une recherche sur acheter un sac en cuir. Donc là, un des résultats, c'est Esprit Cuir, qui a dans son titre écrit textuellement acheter un sac en cuir de qualité durable, nos suggestions. Et sa métadescription, on retrouve aussi acheter un beau sac en cuir. Donc voilà, on voit que les mots-clés ont été utilisés à ces deux niveaux. Euh, donc ces balises, elles doivent être uniques et elles doivent être optimisées et vraiment inciter au clic. Alors l'optimisation, c'est déjà une optimisation en termes de taille. Il est important que la taille respecte ces critères, c'est-à-dire que pour une balise title, il faut que ce soit, enfin la taille, en fait c'est une taille en pixels qui correspond environ à 60 caractères. Le titre, bien sûr, doit être accrocheur avec les mots-clés. Et la balise métadescription, on est sur environ 150 caractères. Donc la métadescription, c'est un résumé du contenu de votre page avec potentiellement une incitation à l'action à cliquer sur votre lien. Donc, une fois que vous avez rédigé ces deux éléments, vous pouvez les tester dans un outil pour vérifier que votre texte ne va pas être tronqué. Parce que si vous mettez des phrases trop longues, et ben en fait, automatiquement, il va y avoir au bout d'un moment un arrêt de la phrase avec 3 petits points. Et donc, c'est pas une super bonne pratique. Alors par contre, si vous n'avez pas rempli de métadescription, Google affichera par défaut un élément du contenu de votre page, mais ça ne va pas forcément être quelque chose de très très pertinent. Donc c'est important que vous remplissiez de façon consciente, entre guillemets, ces balises.
Alors, une fois que l'internaute a cliqué sur le lien, votre page s'affiche et elle doit respecter, encore une fois, un certain nombre de règles. Il faut hiérarchiser l'information que vous allez transmettre à l'internaute en commençant par l'information principale pour aller progressivement dans le détail. Donc, vous avez une première balise qui s'appelle la balise H1, qui correspond au titre de la page ou au titre de l'article. Donc, cette balise, elle doit être unique, donc une page, un titre, et elle doit comporter, bien entendu, les mots-clés. Ensuite, vous avez une petite partie qui s'appelle le chapeau. C'est un texte assez court qui est placé sous le titre, souvent écrit en gras. Et il donne succinctement la réponse à la question que se pose l'internaute. En fait, c'est un petit peu un gage de réassurance pour se dire, je ne me suis pas trompé d'article. Ça va inciter l'internaute à se dire, ben, je continue la lecture parce que c'est tout à fait ça que je recherche. Et ensuite, vous allez créer le corps de votre texte avec des sections, des paragraphes et peut-être des sous-paragraphes avec des titres qui s'appellent des H2 et des sous-titres des H3. Ça pour structurer votre contenu et faciliter la lecture à votre visiteur et aussi indiquer à Google les informations les plus importantes. Donc pour vérifier rapidement la structure d'une page, je vous conseille d'utiliser une extension que vous pouvez installer sur votre ordinateur, l'extension Web Developer. En fait, c'est une extension et à l'intérieur, vous avez plusieurs rubriques. Vous allez dans la rubrique Information et ensuite View Document Outline. Et en fait, vous allez vous tapez, quand vous êtes sur le site, pardon, hop, excusez-moi, je suis passée à la page. Quand vous êtes sur le site en question, vous lancez cette extension et en fait, vous allez obtenir ce type de résultat. Alors là, par exemple, pour Esprit Cuir, donc le fameux article Acheter un sac de qualité, ben là, vous avez la structure. Alors, on se rend compte qu'on a bien un H1 qui est unique, donc acheter un sac en cuir, un H2 et ensuite plusieurs H3. Alors, bon, autant sur le H1 et le H2, on retrouve bien les mots-clés. Bon, après, sur les H3, c'est un peu moins vrai. Mais en tout cas, on a une structure logique. Par contre, là, à côté, on a un autre exemple où, au tout début de l'article, il n'y a pas de H1. Après, on a des H2. Ensuite, on a un H1 au milieu, encore des H2 et des H1. Donc, en fait, déjà, le H1, il n'est pas en haut de la page et en plus, il y en a 3 pour une page, ce qui est complètement proscrit. Alors, ensuite, la qualité du contenu. Alors déjà, en termes de quantité, il n'y a pas vraiment de longueur idéale d'un texte ou d'un article, mais les moteurs de recherche semblent plutôt préférer des contenus longs. Et il faut toujours garder en mémoire que la qualité doit toujours primer sur la quantité. Donc, en général, on dit que pour être vu, il faut plutôt rédiger des contenus de plus de 500 mots. Par contre, pour une fiche produit, 300 mots suffiront. Et pour un article de blog, je vous conseille plutôt 800 à 1000 mots pour vous permettre de transmettre une information vraiment riche, démontrer votre expertise et en utilisant un champ lexical complet. Donc, vous allez intégrer les mots-clés, mais aussi leurs synonymes et peut-être d'autres mots du même champ sémantique à l'intérieur de votre contenu. Mais il ne faut pas en faire trop non plus, c'est-à-dire pas répéter de façon incessante les mots-clés parce que la suroptimisation de mots-clés est sanctionnée. Tout comme la création de textes cachés. Ça aussi, c'est des fois des pratiques pour justement mettre des mots-clés sans qu'on les voit, mais qu'ils soient répétés. Il y a des personnes qui écrivent un texte en blanc sur fond blanc. Donc, en fait, l'internaute ne s'en rend pas compte, mais par contre, Google s'en rend compte et sanctionne ce type de pratique. Ensuite, faciliter la lecture de vos articles en utilisant une police plutôt lisible, de taille suffisante, en ajoutant de la couleur sur certains mots ou certaines phrases clés. Vous pouvez aussi utiliser le gras. Créer des paragraphes, des listes à puces pour une présentation plus aérée. Et c'est toujours bien d'illustrer votre article avec une image, une infographie ou une vidéo, un élément visuel pour couper un petit peu les champs de texte.
En termes de rédactionnel, de style, donc adopter un style simple, des phrases courtes, on privilégie la voix active et on rédige sans faute d'orthographe ni de grammaire. Donc ça, c'est pour vos lecteurs, mais aussi pour Google, qui sait détecter les fautes d'orthographe. Et puis, on se rappelle aussi que tout ce qui est fake ou spam, comment on les détecte bien souvent, c'est avec les fautes d'orthographe qui sont présentes à une ligne sur deux. Ensuite, il est important de publier régulièrement parce qu'avec le temps, le contenu de votre site va vieillir et va devenir obsolète. Donc, par exemple, si vous êtes le fameux maroquinier de tout à l'heure et que vous avez écrit un article sur les tendances de 2022 des sacs femmes, bien entendu en 2023, cet article, potentiellement, il sera plus vraiment d'actualité et ce sera important de l'actualiser, de le reprendre et de réécrire certains paragraphes, de remettre à jour les dates, etc. Donc, créer de nouveaux articles ou enrichir des contenus déjà existants, c'est une bonne pratique pour vos visiteurs parce qu'ils vont trouver de nouvelles choses à lire, mais aussi pour Google qui privilégie les sites vivants qui sont mis à jour plutôt que les sites statiques. Également, une autre bonne pratique, c'est bien entendu d'amener vos visiteurs à faire sur votre site ce que vous attendez d'eux en intégrant des boutons d'action sur vos pages. Donc peut-être que vous souhaitez qu'ils s'inscrivent à votre newsletter, qu'ils réservent une table pour déjeuner si vous êtes un restaurant, pour qu'ils ajoutent un produit à leur panier, ils remplissent un formulaire. Donc en fait, pensez dans votre contenu sur toutes les pages ou régulièrement dans vos pages, insérer des boutons qu'on appelle call to action pour que l'internaute clique et fasse l'action de conversion que vous attendez de lui. Alors ensuite, on va parler de l'optimisation des images. Donc on a vu que c'était important les images dans la navigation parce que ça permet d'aérer le texte. Par contre, il faut savoir que les images ne sont pas visibles en tant que telles par les moteurs de recherche. Les moteurs de recherche, pardon. Donc, ce qui est à éviter, c'est les pages trop graphiques composées exclusivement d'images. Il faut bien avoir en tête qu'elles ne peuvent pas être référencées par Google parce qu'ils ne voient rien dessus. Donc, des fois, on aime bien, enfin, il y a des commerçants qui aiment bien mettre un petit peu leur portfolio avec tout ce qu'ils savent faire, des photos de réalisation, mais en fait, s'il n'y a pas de texte autour, Google ne voit rien. Donc, la page n'a aucune chance de ressortir dans les moteurs de recherche. Alors, pour donner du sens aux images, il faut remplir une balise, là encore, c'est la balise Alt de chaque image, avec quelques mots qui va décrire son contenu. Encore une fois, en insérant vos mots-clés. Donc, à quoi il sert ce contenu de balise? En fait, c'est lui qui est affiché si l'image n'arrive pas à se charger. Des fois, quand vous avez des problèmes de connexion, en fait, vous allez avoir une espèce de petite icône d'image un peu barrée et à côté, le contenu de la balise Alt. Cette balise va être lue aux personnes malvoyantes et c'est elle qui est utilisée pour le référencement des images dans Google Images. Donc, l'attribut alt, il a une certaine structure. Donc, c'est du texte brut, sans accent, sans majuscule, sans caractères spéciaux et séparé par des tirets, le tiret du 6. Donc là, je vous ai mis un exemple. Alors, c'est très petit, mais où là, j'ai utilisé l'affichage des balises alt avec l'extension de nouveau Web Developer. Cette fois, vous cliquez sur Image, Display, Alt, Attribute. Et là, en fait, sur chacune des images de la page, cette extension va vous indiquer quelle est la balise alt associée. Donc là, par exemple, on voit que sur la première, c'est écrit bac, plante verte, artificielle, coupé vis-à-vis, etc. Et par contre, sur cette image du mur végétal, il n'y a pas de balise alt, donc on a les deux guillemets avec rien de rempli à l'intérieur. Voilà, passons maintenant au contenu dupliqué.
Il est très très important de publier du contenu unique sur votre site, car Google pénalise sévèrement le contenu dupliqué. Alors, le contenu dupliqué, il peut être de deux sortes, soit externe, soit interne. Et il est aussi grave dans les deux cas. Donc, externe, l'origine, ça peut être du copier-coller de paragraphes ou d'articles complets que vous trouvez vraiment très bien écrits sur un site tiers et que vous allez venir coller sur votre site, sur une page de votre site. Donc ça, il faut absolument pas le faire. Vous pouvez vous inspirer d'articles pertinents que vous allez trouver sur le web, mais par contre, il va falloir reformuler avec vos propres mots. Et aussi, c'est le fait de publier, ça peut être aussi le fait de publier votre propre contenu sur différents sites. Donc des fois, c'est vous qui êtes à l'origine de ce contenu dupliqué, c'est-à-dire que vous allez, par exemple, faire une jolie description de votre activité que vous allez mettre sur la home page de votre site. Et puis, ben, comme vous vous êtes quand même bien cassé la tête pour bien rédiger, mettre les bons mots-clés, etc., vous allez faire un copier-coller et vous allez remettre ce même texte sur la partie à propos de votre fiche Google My Business et par exemple aussi sur votre espace présent sur des annuaires, des annuaires euh, numériques et voir aussi même dans la bio de votre page Facebook. Donc là, en fait, ce contenu va être dupliqué 3, 4 fois, autant de fois que vous allez le copier à droite ou à gauche. Donc attention à cette pratique. Ensuite, le contenu dupliqué interne, en fait, des fois, vous le générez sans le vouloir. Au sein de votre propre site, vous allez avoir des titres, des métadescriptions, certaines URL de votre page qui vont être les mêmes de l'une à l'autre, et également des fiches produits dans le cadre d'un site marchand où vous allez répéter X fois tout un paragraphe de texte. Et ça, c'est pas bon pour le référencement. Il faut faire aussi attention parce que votre site peut être accessible à partir de plusieurs URL. C'est-à-dire que vous avez peut-être, il y a un certain temps, eu un site en HTTP, donc non sécurisé, euh, et vous y avez accès soit avec les 3W, soit les 3W, et puis pareil pour votre site en HTTPS, donc le site sécurisé. Donc le problème, c'est que là, ça correspond à quatre sites en réalité d'un point de vue de Google. Donc, ça veut dire qu'il y en a 3 de trop. Donc pour régler le problème, il faut mettre en place des redirections, donc de type 301, donc ça c'est un peu technique, entre les différents formats d'URL pour que Google n'en indexe qu'un. Pour tester le contenu dupliqué, je vous conseille 2 outils pour l'externe, Dupli Checker, et pour le contenu dupliqué interne, Siteliner. Donc là, pour ces outils, vous prenez l'URL de la page que vous voulez contrôler, vous allez la coller et vous regardez un petit peu le résultat. Ensuite, on va parler du maillage interne. Donc c'est très important cette partie-là. Alors, qu'est-ce qu'on entend par maillage interne? C'est les liens qui sont présents au sein de votre page ou dans vos paragraphes de contenu et qui va diriger le lecteur vers une autre page de votre site. Donc, en fait, ça va inciter le lecteur en fait, à rester sur votre site et à aller visiter à aller aborder d'autres thématiques qui sont reliées au sujet principal sur lequel il est arrivé sur votre site. Donc, il est important que toutes vos pages soient reliées entre elles en utilisant des encres descriptives. Alors, qu'est-ce qu'on appelle par encre? L'encre d'un lien, c'est le mot ou le groupe de mots sur lequel vous mettez le lien. Donc, bien souvent, il est en gras et il est souligné. Donc, en fait, on ne met pas des encres style cliquez ici ou trouvez dans ce lien telle chose. Voilà, une chose ou une autre. En fait, c'est bien si dans l'encre, en fait, il y a le mot-clé. Donc, il ne faut pas laisser de pages orphelines. Donc, ce seraient des pages en fait, qui seraient accessibles de nulle part, qui seraient toutes seules. Il faut au minimum que chaque page soit reliée à une autre.
Comment vous pouvez mettre en place ça? Vous pouvez suggérer à votre lecteur la lecture de contenus connexes, donc pour approfondir le sujet et les inciter à rester plus longtemps sur votre site, qui est plutôt un bon signal donné à Google, parce que le temps passé sur un site est pris en compte dans le référencement. Donc là, je vous ai donné un exemple d'un article présent sur le site de Costo, donc qui traite des nuisances professionnelles, Et dans le chapeau, en fait, j'y ai inséré deux liens internes, un qui va pointer vers le bail commercial et un qui va pointer plutôt vers les contraintes liées à un local commercial en copropriété. Donc en fait, dès là, on peut cliquer et accéder à d'autres contenus. Et en bas de mon article, j'ai aussi une suggestion d'articles à lire en lien un petit peu avec les fameuses nuisances. Donc quelqu'un qui aurait subi des dégradations sur son commerce, etc. Donc pour afficher les liens présents dans une page, vous pouvez utiliser la même extension de tout à l'heure, mais sur une autre rubrique. Donc, information et display link details. Et donc, à chaque endroit de votre page où vous allez avoir un lien, vous aurez, ça sera mentionné. Donc, c'est un outil, encore une fois, très intéressant. Le maillage externe, donc là, on parle plutôt de liens qui vont pointer vers des sites extérieurs aux vôtres. Alors, je vous conseille de mettre en place ce maillage externe de façon mesurée. On met quelques liens qui vont pointer vers des sites plutôt de qualité et qui proposent un contenu complémentaire au vôtre. Bien entendu, pas concurrent, c'est-à-dire vraiment un contenu qui va apporter une valeur ajoutée à ce que l'internaute a déjà lu sur votre site. Donc ça peut être des liens qui pointent vers le site de vos partenaires, de vos fournisseurs, mais aussi pensez bien à faire des liens vers vos réseaux sociaux, par exemple. Donc, les liens externes ils influencent plutôt positivement votre autorité auprès de Google, c'est-à-dire que vous allez lui démontrer une certaine expertise à mettre des liens vers des sites qui traitent un peu de la même thématique que vous, et donc améliorer votre référencement. C'est bien de placer le lien sur une encre naturelle, c'est-à-dire pas suroptimiser le morceau de phrase sur lequel vous allez positionner le lien. Et il est très important de paramétrer le lien pour qu'il s'ouvre sur une nouvelle page dans votre navigateur, pour que l'internaute ne quitte pas votre site et plutôt qu'il puisse y revenir d'un simple clic. C'est-à-dire que on ouvre une nouvelle page, comme ça, une fois que l'internaute aura lu l'article, il pourra revenir à votre article, il pourra revenir sur votre site. Voilà, j'ai terminé sur cette partie de contenu. Et donc, est-ce que ça suscite des questions? Est-ce que c'est clair pour vous? Moi, j'ai encore une question. Je suis la même personne que tout à l'heure. Merci, c'est très clair. Mais j'ai pas compris comment changer les balises, title et meta. Alors, en fait, selon l'outil que vous allez utiliser, le CMS, donc si vous travaillez sous WordPress, sous Wix, en fait, vous allez avoir à un endroit donné, à un moment, vous allez avoir des options peut-être de SEO. Alors, bon, sur WordPress, c'est très clair. Si vous installez le plugin Yoast SEO, vous avez vraiment les champs métadescription, métatitle qui sont très clairs et que vous allez pouvoir remplir. Après, tout dépend en fait quel CMS vous utilisez. Vous utilisez votre site, il est développé sous quoi? Eh ben, WordPress. WordPress. Ah bah alors franchement, WordPress, je vous conseille d'installer le plugin qui s'appelle Yoast SEO.
qui va vous Ok. donner d'ailleurs tout un tas d'indicateurs sur chacune de votre page, sur chacune de vos pages, pardon. Et en fait, ça va vous dire, enfin, ça va vous mettre un petit peu des points verts ou orange ou rouge si vous avez bien optimisé votre contenu. Et donc, c'est au niveau de ce Yoast que vous avez la possibilité de saisir le titre, hein, la balise title et la balise métadescription. Oui, excusez-moi, vous pouvez reciter le nom de l'application, enfin Du la plugin, fonction. Oui, du plugin. c'est Yoast SEO, c'est Y-O-A-S-T. Ah, SEO. S-E-O. tout attaché, d'accord. Voilà, mais c'est vraiment un plugin WordPress, hein. C'est-à-dire que si vous avez un site qui est développé sous Wix, il va falloir chercher où est-ce que vous allez pouvoir renseigner ces balises. Mais c'est vraiment des balises de base, donc je pense qu'on doit le trouver assez facilement. Et si jamais vous ne trouvez pas, vous tapez dans Google comment renseigner la balise meta title ou meta description dans Wix et vous allez avoir la réponse. Enfin, Merci. dans Wix ou ailleurs, hein, si c'est Jimdo, dans Jimdo, etc. C'est bon, est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette partie contenu? Avant qu'on aborde la technique. Bon, allons-y sur la technique. Alors, on va essayer de faire simple sur la technique. Et avant d'entrer dans le détail des optimisations techniques à mettre en place, en fait, je vous conseille de relier votre site à deux outils de Google, la Google Search Console et Google Analytics, car ils vont vous donner vraiment des informations précieuses quant à la performance de votre site. Donc, en fait, c'est très, très important pour le référencement de pouvoir mesurer aussi les résultats de ce qu'on fait. Et donc, c'est grâce à ces outils-là que vous pourrez savoir un petit peu de où vous partez, quelles sont les améliorations à faire et où vous en êtes. Alors, au niveau si on les reprend un par un, la Google Search Console, en fait, c'est un outil gratuit de Google qui va analyser régulièrement les performances de votre site pour détecter les dysfonctionnements. Par exemple, des pages trop lentes, des titres en double, des pages cassées, etc. Donc, ce sont des anomalies techniques qui sont importantes de corriger rapidement pour avoir un site vraiment optimisé. Donc là, je vous donne un petit pas à pas pour installer la Google Search Console relier votre site à cet outil. Donc, bon, je ne vais pas vous le détailler là, je vous laisse le lire et puis surtout le mettre en place si ce n'est pas déjà fait. Et ensuite, Google Analytics. Donc là, on est vraiment sur un outil d'analyse qui collecte les données d'un site et qui les restitue sous forme de statistiques dans des tableaux de bord. Donc, c'est un outil vraiment très puissant qui vous propose une multitude d'options et de statistiques. Alors, il y a des rapports de base qui sont directement accessibles. Et ces rapports sont vraiment très, très riches et ils sont classés. Vous avez des rapports d'audience qui vont vous donner les caractéristiques de vos visiteurs, leurs données démographiques, leur localisation géographique, leur centre d'intérêt, le type d'appareil utilisé pour se connecter sur votre site, leur comportement sur votre site. Est-ce que ce sont des nouveaux visiteurs ou des visiteurs déjà connus? La fréquence de leur visite, le nombre de pages qu'ils regardent pendant une session, la durée des sessions, etc. Donc, ce premier rapport est vraiment très, très important. Ensuite, vous avez des rapports d'acquisition qui vous aident à comprendre l'origine des visiteurs de votre site. Donc là aussi, si vous travaillez sur le référencement naturel, ça peut être intéressant de regarder à l'instant T d'où viennent les visiteurs de votre site et quelle est la proportion qui vient de votre référencement naturel et de voir l'évolution au fur et à mesure que vous mettez en place certaines actions qu'on est en train de détailler. Donc en fait, l'origine des visiteurs de votre site, ça peut être le SEO, mais aussi la saisie directe du nom de votre site dans l'URL
dans l'URL de recherche. Donc là, c'est une rubrique qui s'appelle Referral. Ensuite, vous avez l'origine qui vient, enfin les visiteurs qui viennent de vos réseaux sociaux. Et vous aurez, si vous êtes présent sur plusieurs réseaux, vous pourrez voir le détail. Les visiteurs qui viennent de campagnes d'emailing, de référencement payant. Voilà, vous avez vraiment l'origine. Donc, c'est sûr que si progressivement les visiteurs qui viennent du référencement naturel, la proportion augmente, ben, ça voudra dire que les choses que vous mettez en place commencent à payer. Ensuite, vous avez des rapports de comportement qui vous montrent comment les internautes interagissent avec votre site. Donc, ça va vous ressortir les pages les plus fréquentées par les internautes, le temps moyen passé sur chaque page, le taux de rebond. Donc, ça peut être justement intéressant de regarder sur les pages les plus fréquentées, qu'est-ce qui se passe exactement, et puis identifier, c'est celle-là qui vous amène le trafic. Pourquoi? Est-ce qu'on ne peut pas développer des thématiques connexes pour inciter justement les internautes à rester? Vous avez également des rapports de conversion pour vous permettre de suivre vos propres objectifs commerciaux, comme l'achat d'un produit ou l'abonnement à une newsletter. Mais par contre, pour pouvoir avoir ce type de rapport, il faut configurer vos événements dans l'outil. Donc ça, c'est peut-être plutôt dans un deuxième temps. Donc, par défaut, dans Google Analytics, les données qui sont affichées correspondent aux 7 derniers jours glissants, mais vous avez la possibilité de paramétrer la période que vous souhaitez analyser. En haut, à droite de l'écran, vous avez un calendrier que vous pouvez mettre la date de début, la date de fin de la période que vous souhaitez analyser. C'est vraiment très, 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 très puissant comme outil. Je vous le conseille vraiment vivement. De nouveau, vous avez un petit pas à pas là pour installer Google Analytics que je vous laisserai lire. Et par contre, je vous incite vraiment, si ce n'est pas déjà fait, d'installer cet outil dès que possible, parce que la collecte des données commence à partir du moment où vous avez installé l'outil. Et donc, ça va vous permettre de vous constituer un historique, parce que vous ne pouvez pas avoir de rétroactivité. Donc voilà, c'est important de le mettre en place rapidement. Alors, on a aussi un petit peu en ce moment Google Analytics c'est un peu décrié parce qu'il y a eu une entreprise qui a été sanctionnée par la CNIL à cause de l'usage de Google Analytics qui ne respecterait pas la confidentialité des données, etc. Bon, toujours est-il qu'aujourd'hui, ça reste encore l'outil qui est utilisé sur énormément de sites pour justement analyser les comportements. Alors ensuite, on va rentrer dans deux fichiers un peu plus techniques. En fait, le fichier sitemap, c'est un fichier qui reprend le plan de votre site dans un format de langage de programmation, le format XLM. En fait, ce fichier, il va permettre de fournir au moteur de recherche la liste des URL, donc des pages de votre site, avec un certain nombre de caractéristiques pour accélérer et optimiser l'indexation de ces pages. Donc, la plupart des constructeurs de sites, donc des CMS, proposent des extensions qui créent automatiquement ce fichier-là. Donc, voilà, pas d'affolement. Et ce fichier, ensuite, il peut être téléchargé sur la Google Search Console. Alors là, je vous ai mis un exemple, juste pour avoir un petit peu une notion de qu'est-ce qu'on met derrière ce mot. En fait, c'est vraiment du code pur à l'intérieur. Donc, voilà, ça, c'est important de le mettre en place. Après, si quelqu'un peut vous aider, que vous ne vous sentez pas d'attaque pour mettre en place ça, n'hésitez pas, si vous avez un webmaster, à faire appel à lui. Pareil pour le fichier robot.txt. Donc, en fait, il faut avoir en tête que les robots des moteurs de recherche, ils ont un temps limité à consacrer à l'exploration de votre site. C'est ce qu'on appelle le budget de crawl. Et pour optimiser ce temps, vous avez tout intérêt à guider les robots sur les pages les plus pertinentes de votre site en termes de SEO.
Donc, le fameux robot TXT permet de déclarer au moteur de recherche les URL de votre site qu'il n'est pas nécessaire de visiter parce que ces pages n'ont pas besoin d'être référencées. Alors, quels sont les types de pages sur lesquelles il faut mettre une restriction? Ça peut être les pages des mentions légales, aucun intérêt à référencer ce type de page, les pages des conditions générales de vente, les CGU, les pages d'identification, lorsque il y a gestion de compte personnel, gestion de compte client, toutes les pages du tunnel d'achat pour un site e-commerce, donc le panier, l'adresse de livraison, de facturation, le paiement, tout ça, il n'y a vraiment aucun intérêt. Les pages d'administration du site et aussi potentiellement les pages pauvres en contenu. Elles sont aussi, vous pouvez aussi les désindexer. Donc, ce fichier peut être créé manuellement ou généré par défaut par la majorité des CMS courants et il se place à la racine de votre site. Donc là encore, je vous ai donné un exemple de à quoi ressemble un fichier robot TXT. Et le problème, c'est que si ce fichier n'est pas présent, toutes les URL qui vont être trouvées par les robots vont être indexées et se retrouveront dans les résultats des moteurs de recherche. Donc, quand vous avez, si vous voulez voir un petit peu si vous avez un fichier robot TXT existant ou pas, une fois que vous avez connecté votre site à la Google Search Console, vous pouvez y accéder et le modifier en cliquant sur le lien que je vous ai mis là sous outils de test. Et ça vous permet justement d'avoir l'affichage de ce que contient votre fichier. Ensuite, il est très important d'avoir un site sécurisé. Alors, ce qu'on entend par site sécurisé, c'est que votre site soit en HTTP. C'est un protocole HTTPS, pardon. C'est un protocole de cryptage qui prouve que votre site a bien un certificat de SSL sur son nom de domaine, c'est-à-dire que les échanges de données vont être sécurisés entre le navigateur et le serveur. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un incontournable. Franchement, tous les sites en HTTP font quand même fuir, font fuir les visiteurs et ce n'est pas un bon signal donné à Google. Donc pour savoir si votre site est bien en HTTPS, vous regardez la barre d'URL de votre navigateur. Si vous voyez le cadenas, comme ici pour EmeKit Store, c'est que vous utilisez bien le HTTPS. Et si vous ne le voyez pas, ça veut dire que non. Donc, si on clique là sur non sécurisé, donc on a un message un peu anxiogène là qui s'affiche. Et clairement, ça ne va pas donner envie aux internautes d'aller plus loin et d'aller visiter votre site. Ensuite, il va falloir mettre en place des URL optimisées. Donc, qu'est-ce qu'on entend par URL? Donc, c'est les adresses des pages de votre site. En général, la première composante de l'URL, c'est votre nom de domaine. Donc, pour référencer les pages de votre site, c'est très important d'avoir votre propre nom de domaine. Donc, on oublie les offres gratuites de création de sites que peuvent vous proposer Google, Wix ou Shopify qui ne proposent pas cette option. Là, vous avez en exemple, le premier, c'est un site qui est créé à partir de la fiche Google My Business qui a une extension business.site. Ici, vous avez un autre site créé sous la version gratuite de Wix avec un .wixsite.com. Donc ça, non, l'achat d'un nom de domaine, ça coûte pas très cher. Ça vaut vraiment, vraiment le coup de faire la démarche pour réserver le nom de domaine et le déposer auprès de l'AFNIC, entre autres. Donc, chaque page doit avoir une adresse unique et optimisée. Alors, l'optimisation, c'est que l'URL doit être plutôt courte, explicite et descriptive. Donc, on limite le nombre de caractères à 80 pour ne pas avoir des URL à rallonge. Je vous conseille d'y insérer les mots-clés qui reprennent la thématique de la page
et vous n'utilisez pas d'accent, d'espace ou de caractères spéciaux. Et pour séparer les mots, vous utilisez le tiré du 6, encore une fois, et pas le tiré du 8, pas l'underscore. Donc, bonne pratique réalisée par Swan Café, qui là, ces différentes pages, elles sont vraiment très explicites. Restaurant iranien Paris, épicerie fine iranienne, produits art déco perse. On comprend, l'URL est vraiment très clair. Par contre, là, vous avez des exemples d'URL déjà beaucoup plus obscurs. Ensuite, je vous conseille de faire des sites assez peu profonds, c'est-à-dire privilégier l'arborescence d'un site plutôt court, parce qu'il est important que toutes les pages de votre site soient accessibles en 3 clics maximum à partir de la page d'accueil. Donc, pas de site à rallonge avec des rubriques, sous-rubriques, sous-sous-rubriques, etc. Parce que les pages les plus profondes vont être très difficilement accessibles par les utilisateurs et par les moteurs de recherche. Donc, on conseille plutôt de créer une architecture de site en silo qui s'organise autour de sujets similaires qui permettent aux pages inférieures du site de bénéficier de l'autorité des pages supérieures. Donc, en fait, on va arriver sur une page un peu plus haute et on va, en cliquant, voir un petit peu ce qui est proposé et cliquer sur une page inférieure. Une bonne pratique aussi est d'ajouter un fil d'Ariane sur toute votre page. Alors, qu'est-ce qu'on entend par fil d'Ariane? C'est cet élément-là que vous voyez sur le site d'Eme Kit Store. Donc, c'est en fait, ça permet aux utilisateurs de savoir exactement où est-ce qu'ils sont dans le site et de revenir sur une rubrique précédente, voire à la page d'accueil en un clic. On va passer maintenant à l'optimisation de rapidité du site. Les internautes fuient les sites dont le temps de chargement est trop long. En effet, une page dont le temps de chargement est supérieur à 2 secondes va perdre plus de la moitié de ses visiteurs. Et la pénalisation, c'est un peu la double peine parce que les internautes se sauvent, mais aussi Google pénalise le site en dégradant son référencement. Parce qu'il est trop lent et vraisemblablement, il va y avoir des taux de rebond importants générés par l'impatience des visiteurs. Un taux de rebond, c'est quoi? C'est le pourcentage de sessions en fait, sur lesquelles les visiteurs n'ont été voir qu'une seule page de votre site et sont ressortis aussitôt sans faire aucune interaction avec le site. C'est-à-dire, ils arrivent sur le site, ils regardent ce qu'il y a et ils ressortent. Alors, le taux de rebond, il est aussi à mettre en corrélation avec le temps passé sur le site, parce que bien entendu, si le temps est élevé, si vous avez un taux de rebond élevé, mais que le temps est élevé, c'est le temps passé sur le site et sur la page, en tout cas, est élevé, c'est pas très grave. En fait, ça veut dire que l'internaute est arrivé sur votre site, il a trouvé l'information qui l'a intéressé, il l'a lu et il est ressorti. Par contre, si le taux de rebond élevé est associé à un temps de session très court, ça veut dire qu'il est arrivé et il est reparti aussitôt. Donc là, c'est un mauvais signal pour Google. Donc, vous pouvez utiliser l'outil PageSpeed Insights pour mesurer la vitesse de votre site. Alors, vous avez deux options. Vous pouvez mesurer ces vitesses sur ordinateur et sur mobile. Et en même temps, il vous donne un certain nombre de conseils d'optimisation pour améliorer les performances. Alors, des fois, pour les non-initiés, c'est parfois un petit peu obscur, les conseils. Mais en tout cas, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pour limiter le temps de chargement d'une page, il faut en limiter le poids. Et donc, les sources de lenteur les plus courantes sur un site, ça va être dans 80% des cas le poids trop important des éléments visuels qui sont présents sur votre page. C'est-à-dire vous allez avoir des images, des infographies, des vidéos, voire plusieurs images, et qui sont très très lourdes à charger. Et donc, ça va ralentir l'affichage. Donc, la bonne pratique, c'est de compresser les images avant de les insérer sur votre site
pour que leur poids ne dépasse pas 200 K. Mais il faut toujours faire attention à garder toujours une bonne qualité d'image pour votre internaute. Donc il faut trouver le juste milieu entre la taille de l'image, son poids et sa qualité. Donc pour retailler vos images, je vous conseille l'outil Bulk Resize Photo qui vous donne pas mal d'options pour retailler vos images. Et c'est un outil gratuit. Aussi, autre conseil, héberger vos vidéos à l'extérieur de votre site sur un site tiers comme YouTube ou Vimeo. Autre source de lenteur, un ratio élevé entre le code et le texte si le mode de codage de votre site est peu optimisé. Donc ça, c'est vrai que ça va être un peu compliqué pour vous de vous en rendre compte. Mais en tout cas, si jamais vous avez des problèmes de ralentissement de site et que vous avez un webmaster, ce sera intéressant en fait de lui dire de peut-être vérifier un petit peu la façon dont est codé le site ou si on peut un peu le minifier pour qu'il soit chargé plus rapidement. Et aussi, on a beaucoup de sites maintenant qui sont dynamiques et qui génèrent les pages à la demande. Et donc ça prend du temps, surtout s'il y a des photos à afficher, etc. Donc, pour limiter le temps d'affichage, il y a un outil qui met en cache les pages pour l'afficher plus rapidement en la gardant en mémoire. Donc voilà sur l'optimisation au niveau de la rapidité des sites. Autre sujet, la responsivité. Alors là, un site responsive, c'est un site web ou un site web adaptatif. Donc ça veut dire qu'il est codé de façon à ce que l'affichage des pages soit optimal, quel que soit l'appareil sur lequel l'internaute va se connecter. Donc sur un ordinateur, sur une tablette ou sur un smartphone, il faut que le site soit adapté à l'outil utilisé. Donc, c'est d'une part une adaptation à la taille de l'écran, mais aussi il faut que la navigation soit un peu modifiée pour que l'expérience utilisateur soit bonne. C'est-à-dire que, par exemple, les boutons, il faut qu'ils soient suffisamment gros, il faut que la police de caractère, elle soit lisible sur un petit écran. Des fois, le menu change de format, c'est-à-dire qu'en général, sur un site web, vous allez avoir un menu qui va s'étaler sur toute la largeur de votre site et ça va être plutôt un menu qu'on appelle burger avec des rubriques mises les unes sous les autres sur la version mobile. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu un standard pour les internautes qui consultent les sites très très souvent sur leur mobile. Donc, on ne peut pas se passer d'un site responsive. Donc, pour tester si votre site est bien responsive, je vous ai mis un outil, le lien vers un outil de Google. Et là, j'ai fait le test sur le site de Costo. Donc là, vous avez une coche verte. C'est OK, la page est bien adaptée au mobile. Par contre, j'ai testé un autre site où là, on a une alerte comme quoi le site n'est pas adapté. Et en dessous, vous avez une liste des problèmes qui ont été trouvés, problèmes de manque de lisibilité du texte, des éléments cliquables trop rapprochés, etc., etc. Donc ça, je vous invite à aller vérifier. C'est très rapide, vous rentrez l'URL dans l'outil et tout de suite, vous avez le résultat. Ensuite, on va aborder la thématique des liens cassés. Alors, les liens cassés viennent des liens externes que vous avez peut-être mis en place, enfin les liens externes qu'on a vus tout à l'heure, que vous avez mis en place vers d'autres sites. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que des fois, les sites, ils revoient l'organisation de leur page, ils changent les rubriques, voire ils font une migration de leur site sur d'autres URL. Et du coup, le lien que vous aviez mis en place, il se retrouve cassé. Donc, lorsque l'internaute va cliquer sur ces liens, il va arriver sur une page d'erreur qu'on appelle une page 404
qui signifie que le lien est cassé et donc le contenu associé au lien ne va pas être affiché. Donc, ce n'est pas vraiment top en termes d'expérience utilisateur et c'est également mauvais pour le SEO de votre site parce que ça nuit à la crédibilité, à la confiance que Google vous accorde. Donc là, vous avez des exemples de pages 404. C'est assez courant qu'on clique sur des liens cassés et c'est important de les vérifier et soit de supprimer le lien, soit de créer un nouveau lien avec la bonne page de destination. Et il faut faire attention parce que là, moi, j'ai abordé le problème des liens externes cassés, mais ça peut être aussi des liens internes qui sont cassés. Si vous changez, si vous avez inséré dans un article un lien vers une autre page et que cette page, vous changez son URL, le lien ne va plus être reconnu et donc ça va faire une erreur 404. Donc, pour diagnostiquer tout ça, vous pouvez le voir dans l'outil, donc la Google Search Console. J'en ai fini pour l'aspect technique du site. J'espère que je ne vous ai pas perdu, que ça va toujours bien. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie ? Oui, juste une chose. En fait, il semblerait qu'il y ait quand même aussi, surtout beaucoup de choses sur la Search Console Google. Hein. Oui. C'est un des outils principaux à utiliser. Voilà, tout à fait. C'est pour ça que je vous l'ai mis un petit peu en préambule. C'est-à-dire que c'est bien en amont en fait de toutes ces optimisations techniques, déjà de relier en fait un outil qui va pouvoir vous permettre de faire un diagnostic et de corriger un certain nombre de choses ou de voir où vous en êtes. Après, vous avez aussi d'autres outils, on va dire, des outils de crawl et des outils externes que vous allez pouvoir utiliser. C'est notamment parce que si vous avez des petits sites, clairement, les optimisations sur un site d'une vingtaine de pages, vous allez pouvoir les mettre en place avec les outils que je vous ai montrés, là, les petits plugins, allez regarder parce que vous allez faire les choses page par page. Par contre, si vous avez des sites avec plusieurs centaines de pages, ça va pas être possible de faire page par page. Donc, dans ce cas-là, en effet, il faut que vous ayez un outil qui va venir analyser votre site et vous sortir des rapports avec les erreurs qu'il va détecter par thématique. Donc, pour ça, vous en aurez un certain nombre sur la Google Search Console. Je peux vous conseiller aussi l'outil qui s'appelle Screaming Frog. Qui est un outil gratuit qui a un outil gratuit jusqu'à 500 URL analysées. C'est-à-dire que si votre site a un nombre de pages inférieur à 500, donc l'outil va tout analyser et va vous ressortir beaucoup de rapports très intéressants sur par exemple, les balises qui sont manquantes, les balises qui sont dupliquées, les liens cassés, tous ces éléments qu'il va falloir après améliorer techniquement. Mais une fois que vous avez la liste, ça va se faire dans le temps. Vous allez prendre un par un et puis vous allez faire les améliorations qui sont nécessaires. Mais c'est vrai qu'il faut avoir un outil de diagnostic pour pouvoir mettre en place les correctifs. Vous pourriez nous rappeler le nom de cet outil en fait? C'est Screaming Frog. Screaming, ok. S-C-R-E-A-M-I-N-G, Frog, F-R-O-G. Donc, c'est. La grenouille hurlante. Grenouille. La grenouille qui crie. Merci. Voilà. On va passer sur la dernière partie de cette présentation. Avec les liens entrants qui servent à générer du trafic sur votre site. Alors, le maillage externe ou netlinking, donc encore une fois un mot un peu barbare, c'est souvent un aspect assez méconnu dans le SEO, mais qui a une grande influence sur le référencement de vos sites.
Et ce netlinking, ça consiste à construire un réseau de liens issus de sites externes au vôtre et qui va venir pointer vers votre site. Ces liens entrants, ils ont plusieurs avantages. Ils vont contribuer à augmenter la notoriété et l'autorité de votre site auprès des moteurs de recherche. Ils vont montrer que vous êtes crédible et que vous faites autorité dans votre domaine. Parce que quelque part, un site qui va mettre un lien vers votre site, ça va montrer que en fait votre contenu est de qualité et qui valide le contenu que vous transmettez que vous transmettez. Donc l'idée c'est que ces liens, ils sont importants et ce qui est important, c'est que ces liens soient de qualité. C'est-à-dire qu'ils soient placés sur des sites connus et qui traitent un petit peu de les mêmes thématiques que vous. Pas des liens qui n'ont aucun rapport. Vous êtes un vendeur de voitures et vous avez un lien qui vient d'un vendeur de meubles. Quel rapport? Aucun. Donc en fait, il n'y a aucun intérêt à mettre avoir ce type de lien. Et il faut bien voir que si vous avez des liens qui sont sur des sites partenaires, on va dire, c'est de nouvelles portes d'entrée potentielles vers votre site. C'est-à-dire que une personne est en train de lire un article d'une blogueuse, par exemple, et puis cette blogueuse, elle fait référence à votre site. L'internaute, il va cliquer en se disant, c'est vrai qu'elle me donne toujours des bons tuyaux, donc je clique sur le lien. La personne arrive sur votre site, donc c'est du trafic que vous n'auriez pas eu naturellement. Donc, et en général, c'est plutôt du trafic qualifié si les liens sont placés sur des sites vraiment intéressants, qualitatifs et reconnus. Donc, développer une stratégie de netlinking, donc c'est de liens entrants, c'est favorable à votre référencement naturel, mais uniquement si elle est mise en place de façon mesurée et comment dire, mesurée et oui, naturel, on va dire, c'est-à-dire que c'est pas factice. C'est pas vous demandez à un site de faire plein de liens vers le vôtre et en fait ça a aucune logique. Donc ça c'est plutôt un mauvais signe vis-à-vis de Google. Il faut que, je vais vous donner par la suite en fait les bonnes pratiques. Il ne faut pas que ces liens soient obtenus artificiellement. Il y a eu beaucoup d'achats de liens externes, des sites qui étaient créés exprès pour après mettre en place des liens vers d'autres sites. Toutes ces pratiques en fait qui ont eu cours il y a un certain temps et qui des fois ont toujours cours, en fait sont vraiment à proscrire. Pour savoir où vous en êtes en termes de liens externes, c'est vrai que comme c'est des liens qui sont sur d'autres sites, vous n'en avez pas vraiment, vous ne pouvez pas le savoir a priori. Donc, vous pouvez utiliser un outil qui s'appelle Majestic qui va vous donner deux indicateurs. Un indicateur qui va refléter la qualité des liens entrants qui s'appelle le Trust Flow et un autre indicateur qui va vous donner le volume de liens qui pointent vers votre site qui s'appelle le Citation Flow. Donc là, vous avez l'exemple d'un site que j'ai été testé avec un volume de liens qui est quand même pas énorme et en plus des liens pas de super qualité. Donc là aussi, vous pouvez aller regarder et aussi vous pourrez, je crois que c'est quand même une version payante qui va vous donner d'où viennent les liens entrants vers votre site. Alors, les bonnes pratiques du netlinking. Donc là, pour justement que ces liens servent à votre référencement, il va falloir vraiment privilégier la qualité à la quantité. Il vaut mieux avoir des liens entrants sur quelques sites très connus de votre cible que sur un grand nombre de sites qui sont vraiment très éloignés de votre activité. C'est plutôt contre-productif. Ensuite, c'est bien de varier les sites, d'où viennent les backlinks.
Parce que ça donne un signal en fait pour les moteurs de recherche qui sont un peu, qui traquent un petit peu les liens artificiels. Donc si ça vient de X sites différents, ben, ça a plus de chances d'être naturel. Ensuite, vérifiez la qualité et l'autorité du site qui vous envoie un lien, selon les critères de Google. Donc, en fait, comme vous avez testé, par exemple, dans Majestic, ben, la qualité de votre site et de vos liens, ben, vous pouvez aussi aller tester un autre, un site qui vous envoie des liens pour voir aussi un peu, lui, quelle est son autorité vis-à-vis de Google. Donc, c'est intéressant d'avoir des liens entrants de sites qui ont un lien avec votre activité et qui développent des thématiques complémentaires aux vôtres. Comme ça, vous aurez vraiment du trafic de qualité qui viendra de ces sites externes. C'est bien aussi de vous assurer de la cohérence d'un point de vue sémantique entre la page du lien et la page de destination, que vraiment, en fait, si le site annonce quelque chose, que ce soit logique par rapport à la page sur laquelle l'internaute va arriver. Aussi, c'est intéressant de veiller à l'emplacement du lien parce qu'il y a des endroits en fait où le lien va être beaucoup plus efficace que d'autres. Par exemple, un lien qui est placé sur la page d'accueil d'un site, il va être plus impactant qu'un lien placé sur une page qui a peu de trafic. Et également, il vaut mieux un lien qui est situé dans le corps d'un texte, dans le contenu, plutôt que en bas d'une page, au milieu de tout un tas d'autres liens. Par exemple, des fois, on a tout un tas de logos partenaires avec des liens, mais vous allez être noyé dans la masse et finalement, ce type de lien, il ne va pas vraiment être très qualitatif, quoi. C'est bien de créer des liens profonds, c'est-à-dire qui pointent vers une page interne de votre site et pas toujours renvoyer les liens vers votre homepage. Comme ça va permettre de faire remonter en fait des pages qui sont un peu plus profondes dans votre site. Et aussi, vous pouvez, c'est bien si l'encre des liens est un peu travaillée et que ces liens sont positionnés sur des mots-clés assez variés et en évitant un peu les cliquer ici, voir le lien, etc. Bon, ça, le problème, c'est comme ces liens, en fait, ils sont positionnés sur des sites externes, vous n'avez pas la main dessus. Donc, en fait, c'est vrai que vous pouvez suggérer éventuellement, si c'est dans le cadre d'un partenariat, de mettre le lien sur une encre particulière. Par contre, si c'est un lien un peu spontané de la part du site en question, ça va être compliqué d'avoir une influence sur l'encre du lien. Et enfin, comment obtenir des backlinks de qualité ? Donc, en termes de stratégie, là, je vous ai listé un certain nombre comment dire, de bonnes pratiques et puis d'idées, en fait, si vous ne savez pas comment obtenir des liens. Donc, bien entendu, les meilleurs liens, ça va être les backlinks naturels, c'est-à-dire que c'est spontanément, un site apprécie vos contenus et il va se dire, ben voilà, je suis en train de parler de telle thématique. Franchement, le site X, c'est un référent sur cette thématique, donc je vais aller mettre un lien qui va pointer vers ce site. Je vais suggérer à mes internautes d'aller regarder du contenu complémentaire sur le site. Donc ça, c'est vraiment le top. Ensuite, vous pouvez participer à des forums de discussion en lien, bien entendu, avec votre activité. Et dans ces forums, vous partagez votre expertise et vous pouvez placer de façon subtile des liens dans les réponses ou dans les commentaires que vous faites. Donc, bien sûr, un lien vers une page pertinente par rapport au sujet qui est abordé dans la discussion. Ça peut être une bonne pratique. Bien sûr, il ne faut pas faire ça de façon très systématique avec ses gros sabots. Il faut rester vraiment dans la subtilité. Ensuite, vous pouvez demander à un partenaire, à un client, à un fournisseur de faire gracieusement un lien vers votre site. C'est une pratique possible en fonction des relations que vous adoptez, vous entretenez avec la personne.
Vous pouvez aussi proposer de rédiger un article invité sur un site sélectionné en rapport avec votre activité et vous y insérez un lien qui redirige le lecteur vers une page de votre site. Donc là, on est vraiment dans une démarche gagnant-gagnant. Vous obtenez un backlink plutôt qualifié en échange d'un article. Bon, c'est vrai que rédiger un article, ça demande du temps, mais bon, le jeu peut valoir la chandelle si le site a vraiment un trafic qui vous intéresse et qui cible à peu près le même type d'audience que vous. Ensuite, il est très important, notamment pour les commerces de proximité, d'optimiser et de faire vivre votre page Google My Business. Donc, cette page qui est vraiment dédiée au référencement local. Dans les options qui vous sont proposées, vous pouvez insérer un lien vers votre site internet. Vous pouvez aussi obtenir des avis clients qui sont des factures de réassurance pour d'autres visiteurs. Et aussi, selon l'activité que vous avez déclarée dans Google, vous allez avoir la possibilité aussi d'ajouter d'autres liens pour, par exemple, la prise de rendez-vous, pour réserver une table si vous êtes un restaurant, etc. Donc ça aussi, c'est autant de liens qui vont venir alimenter du trafic vers votre site. Ensuite, vous pouvez inscrire votre site dans des annuaires en ligne. Alors là aussi, il y a eu vraiment beaucoup d'abus par le passé où certains sites s'inscrivaient sur des dizaines et des dizaines d'annuaires de façon un peu à la chaîne, automatique, sans aucune cohérence, uniquement pour avoir un lien qui pointe vers leur site. Donc ça, c'est vraiment une pratique plutôt à proscrire. Moi, ce que je vous conseille, c'est de sélectionner potentiellement les annuaires sur lesquels vous inscrire. Donc, vous avez des annuaires généralistes de référence, comme les pages jaunes de Solocal. Il faut être référencé dans MAPI, dans ce genre d'annuaire. Mais aussi, c'est bien de privilégier des annuaires thématiques qui vont être spécialisés plutôt dans votre domaine d'activité. Si il y a un site en fait qui répertorie, mettons, je sais pas, toutes les personnes, tous les céramistes parisiens, si vous êtes céramiste, c'est intéressant d'y apparaître et puis d'avoir peut-être un encart qui développe, qui présente votre activité, si vous faites des ateliers, etc. Et il y a aussi des annuaires locaux qui vont recenser les commerces ou les entreprises d'une ville, d'un quartier. Des fois, ça va être votre mairie qui va mettre en place, par exemple, une liste de commerces par activité, etc. Donc, c'est toujours bien d'apparaître dans ce type d'annuaire. N'oubliez pas vos réseaux sociaux, bien entendu, pour promouvoir le contenu présent sur votre site. Mais pour ça, il ne faut pas faire des posts juste avec des mots et des hashtags, etc. Pensez à insérer des liens dans vos posts, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. Alors, sur Instagram, vous allez mettre un lien au niveau de votre bio, mais vous pouvez également, depuis peu, insérer des liens directement dans vos stories. Donc ça, c'est quand même très important. En tout cas, ça peut vous générer du trafic supplémentaire. Vous pouvez aussi prendre contact avec des personnes qui ont une certaine influence dans votre secteur d'activité et faire un petit peu un partenariat. Vous offrez un produit et puis en échange, ils mentionnent votre marque dans un article de blog qui parle de votre activité ou qui aborde une thématique qui est proche de votre secteur d'activité. Vous pouvez aussi rédiger un communiqué de presse et l'envoyer à la presse locale ou spécialisée pour qu'elle relaie l'information en mentionnant votre site avec un lien. Et aussi, vous pouvez, ça c'est peut-être une pratique moins plébiscitée par Google, mais vous pouvez éventuellement acheter un article sur un autre site. Vous demandez au rédacteur du site que vous avez choisi de rédiger un article avec un lien moyennant rémunération. Donc voilà, je vous ai donné pas mal d'idées pour travailler votre stratégie de backlinking.
Voilà, en synthèse, alors je vous ai remis les deux petites infographies que je vous avais déjà présentées la dernière fois lors de ma dernière intervention. C'est vrai que c'est un bon résumé en fait de tout ce qu'on vient d'aborder aujourd'hui. Alors sur la partie gauche, vous avez vraiment de façon résumée par des icônes, etc. Tout l'aspect contenu, technique, confiance, netlinking, expérience utilisateur qu'on vient de développer. Donc si vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire de façon très très rapide. C'est vrai que cette infographie est bien parlante. Et là, sur le côté, en fait, c'est plutôt les optimisations à faire au sein d'une page. Donc, tout ce qu'on a vu aussi tout à l'heure en termes de balisage, mots-clés, titres, boutons de partage, etc., nombre de mots. Donc, c'est vrai que je trouve que ces deux infographies sont intéressantes et que vous pouvez les garder en tête, les avoir en tête. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, le référencement naturel, c'est pas un sujet facile, hein. Ça relève pas de la magie, malheureusement. C'est pas une science exacte non plus. En fait, il va falloir tester les optimisations, les mettre en place progressivement pour voir celles qui fonctionnent le mieux, celles qui vous apportent des résultats. Donc, en fait, c'est bien d'avoir aussi vos outils de mesure en parallèle hein, avec Google Analytics et la Search Console. Donc, c'est un travail vraiment de longue haleine, mais qui paye dans le temps. Et donc, je vous incite à le mettre en place, à l'initier. Alors, des fois, ça fait peut-être un peu peur quand on voit la masse de travail, mais bon, il faut procéder un peu par étapes, pas à pas. Vous pouvez aussi, si vous avez un webmaster, bien entendu, en discuter avec lui pour voir, pour vérifier si tout est bien au carré sur votre site, parce que c'est pas parce qu'un site est développé par une agence qu'il est forcément vraiment très très bien optimisé en termes de SEO. Donc j'espère que cette présentation en fait vous aura permis de vous familiariser avec un certain nombre de techniques, de mots pour pouvoir parler le même langage que la personne qui gère potentiellement votre site. Et encore une fois, si vous avez besoin d'un coup de main pour peut-être des sites, des petits sites, n'hésitez pas à vous inscrire à notre programme d'accompagnement. Ça peut être un des leviers sur lesquels nos étudiants peuvent travailler. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions sur cette dernière partie sur le backlinking ou plus général sur la présentation. Sur la dernière partie, j'aurais une question. Où vous nous avez beaucoup parlé comment attirer les liens externes. Mais il y a des liens externes que je peux ne pas avoir envie d'avoir. Par exemple, dans l'exemple, vous avez montré que la réputation était de 11 dans l'outil à la première page. Oui. Or, cette réputation de 11, qui n'est pas très bonne, est peut-être liée à 2 ou 3 sites qui n'ont pas bonne réputation. Et donc, est-ce que je peux les supprimer ? Vous n'allez pas pouvoir vous-même les supprimer. En fait, il va falloir demander au site en question de les supprimer. En fait, vous n'avez pas la main sur ces sites. En fait, c'est des sites complètement externes. Ou alors, je crois qu'il y a une façon de comme dénoncer un lien. Il faudrait que je vérifie. Mais sinon, c'est vrai que autant sur les liens que vous mettez en place, vous, vers des sites externes, vous avez 100% de la main. Mais par contre, dans l'autre sens, c'est vrai que c'est pas aussi simple que ça. Donc déjà, il va falloir potentiellement les identifier, ces liens. Enfin, quels sont les liens qui sont un peu toxiques pour votre site et pour ensuite pouvoir prendre contact avec la personne qui gère le site en question, identifier la page sur laquelle est le lien et lui demander potentiellement de le retirer en argumentant comme quoi, je ne sais pas pourquoi ce lien il est toxique, mais je pense que ça peut s'entendre. Je peux aussi développer moi-même un lien externe vers un site pour lui nuire. Oui. Enfin, je vois pas forcément comment vous allez faire, mais où est l'intérêt, mais bon, franchement,
Si c'est un concurrent, je peux glisser des choses. Oui, en disant quoi? Qu'il ne faut pas aller Par sur son exemple, site. que mes produits sont véritablement bio, c'est pas comme tout le monde et je mets un lien externe vers celui que je dénonce d'avoir du faux bio. Comme ça me vient. D'accord. Bon. Bon. Bonjour, vous m'entendez là? Oui, tout Oui, à ok. fait. Je n'étais pas sûr que mon micro était... Merci beaucoup pour cette présentation, mais extrêmement riche. Je n'ai pas réussi à tout ingurgiter, hein, donc je compte télécharger votre présentation pour la revoir. Ma question est la suivante, c'est que je coach actuellement une jeune fille qui vend sur Internet des produits et elle est actuellement un petit peu en difficulté. Je soupçonne fortement que son site n'est pas très optimisé. Moi-même, quand sous Google, j'ai essayé de me connecter à son site, j'ai eu un peu de mal. Et la question que je vais vous poser, c'est est-ce qu'il existe une procédure à suivre pour évaluer, pour donner une valeur à un site existant que moi je pourrais exécuter avec tous les outils que vous avez présentés, mais est-ce qu'il y a un step-by-step qui existe sur lequel je peux m'inspirer, par exemple? Là, justement, si le site, c'est un site e-commerce, vraisemblablement, c'est un site qui va avoir beaucoup de pages. Donc, en effet, vous n'allez pas pouvoir faire page par page. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure à la personne qui a posé la question. Là, il va vraiment falloir. Alors, déjà, pour savoir à peu près le nombre de pages que contient le site, vous pouvez écrire sur Google le mot site, S-I-T-E, 2 points et le nom de domaine du site et vous allez voir déjà un petit peu le nombre de pages qui ressortent, si c'est 200 pages ou si c'est 3000 pages. Et notamment justement pour la version gratuite de Screaming Frog, si vous êtes en dessous des 500 pages, ben moi ce que je vous conseille c'est de lancer un crawl, donc une analyse du site sur Screaming Frog et derrière en fait ça va vous ressortir des alertes sur les choses qui vont être que vous allez être amené à améliorer. Mais après c'est vrai que c'est point par point. C'est vrai que je vous invite après à reprendre quelque part la présentation. Peut-être qu'il aurait été intéressant que je vous fasse que je fasse un résumé, une checklist un petit peu pour se dire, bah voilà, la vitesse du site. Je pense que notamment si vous avez du mal à vous connecter au site, ça peut être intéressant de faire le test de page Speed Insight de Google pour voir un petit peu si c'est pas justement des problèmes de lourdeur, notamment d'images qui doivent s'afficher et après au fur et à mesure en fait vous allez passer en revue tous les éléments techniques pour voir ce qui doit être amélioré en fait. Et moi j'ai plus l'impression que les personnes qui cherchent sur Google qui rentrent par exemple je sais pas, moi, des vêtements sport par exemple, et vont pas trouver son site à elle alors qu'elle est un peu spécialisée dans le domaine. Donc j'ai l'impression que déjà au point de départ, ça va pas. Disons que là, c'est pareil, quand vous parlez vêtements sport, on est sur, on va dire, sur un mot-clé vraiment de base et qui va être hyper compétitif, hyper concurrentiel, entre guillemets. C'est-à-dire que avant que votre le petit site de quartier ressorte, vous imaginez que vous allez être devancé par des centaines et des centaines de sites, Decathlon en tête et Intersport et compagnie qui, eux, ont vraiment travaillé un SEO très pointu sur ce type de produit. Alors après aussi, attention, sur les sites e-commerce, je n'ai pas abordé ce point. C'est vrai que bien souvent, les sites e-commerce, ils sont très pauvres en contenu. Parce que, en fait, finalement, l'arborescence du site, souvent, ça va être des rubriques, des rubriques, avec des sous-rubriques à l'intérieur et des produits. Et donc, les produits, qu'est-ce qu'on va avoir? Une fiche produit avec une photo, un petit texte. Et en fait, le texte, il n'est pas suffisant pour être facilement référencé. Donc, en fait, ce qu'il est conseillé sur les sites e-commerce, parce que ça va être difficile d'arriver sur le site par le biais d'une fiche produit, c'est de développer une partie un peu blogging, en fait, d'articles
qui vont qui vont traiter en fait de thématiques qui sont complètement en lien avec les produits qui sont vendus, mais qui vont donner des conseils, qui vont donner des informations, des astuces, des bonnes pratiques, etc. Et qui, en fait, les internautes vont arriver sur le site par le biais de ces articles de blog et bien sûr dans les articles, à vous après de mettre des liens vers d'autres pages, les pages de vos catégories ou vos pages produits pour que derrière ça aille cliquer et qu'on découvre le site par le biais de vos articles qui eux vont avoir un contenu riche et qui vont être potentiellement référencés sur des mots-clés un peu moins concurrentiels. C'est un peu ce que je vous ai montré tout à l'heure avec la personne qui avait développé avec Esprit Cuir, sur lequel il n'avait aucune chance d'être référencé par le mot sac à main femme. Mais par contre, acheter un sac en cuir, ou comment acheter un sac en cuir, ou les critères à prendre pour les critères de qualité pour choisir un sac, etc. Ces expressions-là, par contre, ça va être beaucoup plus facile pour lui de se référencer à partir de ce type de choses. Et ensuite, bien sûr, d'aller mettre des liens que, voilà, lui, il propose en effet des sacs en cuir de qualité parce que c'est tel cuir, telle épaisseur, etc. Et mettre des liens vers les pages produits. Donc, ce que je retiens simplement, c'est que vous m'avez conseillé sur Google de faire site, le nom du domaine. Ça vous permet d'avoir le nombre de pages, déjà, pour voir. Pages, de lancer une analyse avec Screaming Frog. Oui. Hein, en fait, c'est les Français qui crient, traduction en français, Screaming Frog. Hein. Et là, il va me donner point par point des éléments d'analyse. Et ensuite, le speeding site, c'est quoi exactement, speeding site? Ça, c'est la vitesse du site. C'est l'outil de vitesse du site. Si vous me dites que vous avez du mal à rentrer sur le site, que ça tourne pendant un petit moment avant d'afficher la page, c'est que le site est le mal que j'ai, c'est que les acheteurs potentiels trouvent le site spontanément. C'est ça le problème numéro 1. Alors ça, c'est vraiment un problème par rapport aux mots-clés. Donc là, il faut travailler les mots-clés et avec des contenus qui répondent en fait un peu au cahier des charges que je vous ai présenté, que les mots-clés, on les retrouve dans les balises, qu'on les retrouve dans le titre, dans les sous-titres, dans les contenus, dans les URL. Voilà. Que ce soit pas dupliqué, c'est-à-dire qu'on n'ait pas plusieurs pages qui aient les mêmes mots-clés. Voilà. Okay. Bon, encore merci, c'était super. Avec plaisir, merci à vous. On ne vous entend pas, Bruno. Écoutez, Laetitia, un grand merci pour cet exposé. On se rend compte que le sujet est tout de même très complexe, qu'une expertise est la bienvenue. Donc, je pense que les parrains ont bien en tête que effectivement, il faut conseiller à leurs entrepreneurs de se faire épauler dans cette démarche, quoi. Mais le mérite de cet exposé, ça permet déjà de dégrossir et de bien voir en fait tous les différents aspects que couvre ce domaine, quoi, en fait. Tout à fait, tout à fait. C'est d'arriver à parler le même langage qu'un expert ou qu'un freelance que peut-être vous allez solliciter pour faire une analyse, un audit SEO et peut-être mettre en place derrière certaines optimisations. Tout dépend, c'est vrai que tout dépend de la taille du site, du contenu déjà existant. Si c'est un site en démarrage, bien entendu, je peux que vous conseiller dès le début du site, dès sa construction, de mettre en place ces bonnes pratiques parce que après, quand on a des dizaines et des centaines de pages, là, ça semble être un travail vraiment titanesque, quoi. Donc, gardez en tête au moins
les choses sur lesquelles vous avez vraiment la main, peut-être pas les choses très techniques de sitemap, de robot.txt, choses d'ailleurs qui se font une fois, hein, c'est pas tous les jours, mais par contre, dès que vous allez rajouter une page à votre site, optimisez-la, optimisez vos images, etc. Ça, c'est des choses qui sont accessibles à un commerçant, à un artisan, à quelqu'un en fait qui veut avoir un site. Il y a quelqu'un qui a levé la main, là je le vois. Oui, c'est moi, je voudrais poser une question. Oui. Je voudrais poser une question par rapport aux mots-clés. Vous n'avez pas évoqué la question de la langue. Dans quelle langue nous rédigeons le contenu du site? Oui, alors la langue, ce que j'en sais en tout cas au niveau des traductions et des sites qui sont potentiellement en plusieurs langues. Alors ce qui est à proscrire, ce qui est sûr, c'est de ne pas mélanger les langues sur une page. Ça, c'est totalement, c'est vraiment pas bien. Après, c'est une gestion un peu particulière. Je pense qu'il vaut mieux avoir un site dédié. Enfin, il faut vraiment avoir des sites dédiés français, anglais, etc. Et en termes de traduction, c'est pareil. Il vaut mieux que si vous voulez vraiment vous adresser à un public anglophone, vous faire accompagner d'une personne du pays pour traduire et pour avoir les subtilités de langage plutôt que d'avoir des outils de traduction un peu automatiques qui vont être trop approximatifs pour rassurer en fait l'internaute étranger qui potentiellement pourrait commander sur votre site. Mais par contre, ne mélangez pas les langues sur les pages. Sur une même page. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou est-ce qu'on en reste là, en sachant que si vous avez des questions qui vous reviennent par la suite, n'hésitez pas, hein, vous avez dans les premières pages de la présentation mes coordonnées, vous pouvez m'envoyer un message, il n'y a pas de souci. Encore une fois, donc la présentation que vous avez faite plus l'enregistrement vont être à disposition. Parfait. Très bien, très bien. Je vous propose de nous séparer. Et encore une fois, un grand merci, Laetitia, pour cette présentation très, très précise. Merci à vous de votre invitation. À très bientôt. Au revoir à tous, bonne continuation et bon courage pour vos optimisations de site. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. C'était très intéressant. Merci.